Une des images les plus étonnantes d'un des premiers vols habités sur la Lune est une banale photo de famille. Un cliché sans aucun intérêt, sauf pour la femme et les enfants de l'astronaute Charlie Duke, qui a eu l'idée de l'emporter sur la Lune. Pourtant, le simple fait de l'avoir déplacée, sortie de son contexte, pour la poser sur le sol lunaire suffit à la rendre extraordinaire. On estime qu'environ 350 milliards de clichés ont été pris depuis l'invention de la photographie au début du 19e siècle, dont l'immense majorité n'a aucune vocation artistique. Photos de famille, photos souvenirs des amateurs, photos documents des photographes professionnels, faisant commerce de portraits d'identité, d'images de paysages, de machines, d'événements pour la presse, d'images érotiques. Cet immense gisement est aujourd'hui redécouvert par des photographes qui en font la matière première de leur travail. Des images prises par d'autres, des images qu'on dit trouvées, comme dans Objet trouvé, mais aussi retrouvées, porteuses d'un nouvel imaginaire, d'un nouveau sens. Une procession d'hommes, coiffés de casques de chantier, chemine dans une sorte de champ de mousse. Qui sont-ils? Que font-ils? Impossible de le savoir. La photographie a été publiée en 1977 par deux jeunes photographes américains, Larry Sultan et Mike Mandel, dans un livre qui fait date. Evidence, preuve au sens scientifique du terme. Toutes les images du livre sont à l'origine des photos documents, des témoignages visuels destinés à rendre compte objectivement d'expériences menées dans des instituts de recherche gouvernementaux ou privés. Sultan et Mandel ont écumé leur photothèque pendant plus d'1 an pour choisir les 60 photographies du livre qu'ils publient telles quelles, sans légende ni indication de provenance. Privé de son sens initial, le document n'est plus qu'une image, une énigme. Les photographies du livre sont présentées par paires, une forme élémentaire de montage, qui crée de nouvelles associations formelles que chacun peut interpréter à sa guise. Ici, c'est peut-être le jeu du noir et du blanc. Là, une similitude dans les gestes, par ailleurs incompréhensibles, des deux hommes. Et là, l'objectivité de l'appareil photographique qui enregistre avec la même froideur l'image de l'homme, sujet d'une expérience quelconque, et celle des épis de riz. Car le véritable sujet du livre semble être la photographie elle-même, et les artifices sur lesquels se fonde sa prétendue objectivité documentaire, comme cette feuille blanche, un vieux truc de photographe, qui permet de mieux faire ressortir le sujet en supprimant l'arrière-plan, le contexte. Mais n'est-ce pas exactement ce que font Sultan et Mandel en privant ces photographies de leur valeur de preuve, comme pour dire que réduite à elle-même, une image ne prouve jamais rien? C'est le même dispositif que le photographe allemand Thomas Ruff, une figure marquante de l'école de Düsseldorf, a découvert sur ces images, prises dans les années 30 pour un catalogue de machines-outils. Derrière les machines, photographiées en atelier, on a placé des fonds blancs pour les isoler du fouillis et faciliter le travail des graphistes qui vont ensuite les détourer de façon à ce qu'elles apparaissent dans le catalogue, seules, joliment coloriées sur un fond neutre. Sur les photographies, les machines sont parfaitement nettes, tandis que les fonds, tenus tant bien que mal par des assistants, apparaissent flous, un flou de bouger dû à la longueur du temps de pause. Ce contraste fascine Thomas Ruff. Quand il s'approprie ces images dans une série de 2004, il l'accentue en coloriant légèrement les machines, leur donnant cet air lisse qu'elles doivent avoir dans le catalogue, alors que le reste de l'image garde son noir et blanc d'origine.
Ce chassé-croisé entre le flou et le net, la fiction du catalogue et la réalité de l'atelier, révèle l'ambiguïté des images apparemment les plus objectives. Les images trouvées dans les archives d'un studio de portraits libanais des années 50 mettent en lumière un autre aspect de la photographie commerciale, son systématisme. Le poste de radio avec lequel pose cette dame n'est pas à elle. C'est un accessoire mis à la disposition des clients par le photographe. Il leur permet de se mettre en scène, en fiers propriétaires d'un symbole de modernité, tout en leur offrant un point d'appui pour mieux tenir la pose, toujours la même, qu'on retrouve d'image en image. Ce qui frappe dans ces images trouvées par deux jeunes photographes libanais, Akram Zaatari et Walid Rad, dans les archives du studio El Madani, c'est l'omniprésence des accessoires, comme ces casquettes trop grandes dont on a affublé deux sœurs palestiniennes, ou ce bâton gradué dont le photographe se sert habituellement pour donner au modèle une hauteur de regard et dont ces jeunes filles s'emparent pour construire leur image. Se faire photographier, c'est jouer un rôle, paraître plutôt qu'être, quitte à avoir recours à des trucs de battleur. Ici, le bébé est maintenu dans sa position acrobatique par les mains d'un assistant caché, trahi seulement par l'étrange bosse qui soulève sa brassière. Mais qu'importe la supercherie, la magie du studio permet à l'homme le plus sérieux de faire le saltimbanque devant l'appareil. Un autre accessoire très apprécié, la silhouette en carton d'une starlette d'une publicité de fabricant de pellicules. Cela peut créer des situations cocasses. Une photo de couple, la pose convenue, l'air grave. Le même couple, toujours aussi sérieux, avec un bébé et un ami du mari. Retour de la starlette en carton. Le jeu reprend ses droits. L'épouse légitime est toujours là, cachée au bas de l'image. D'autres images prêtent moins à sourire. Cette jeune femme est venue se faire photographier à l'insu de son mari. Quand celui-ci l'a appris, il a exigé que le photographe raye les négatifs pour les rendre inutilisables. Un moyen encore plus radical consiste à couper les négatifs en deux. C'est ce qu'a fait un photographe de portrait d'une petite ville allemande qui, voulant se débarrasser de ses archives de façon écologique, les a données à l'allemand Joachim Schmidt, connu pour son travail sur les images trouvées, en prenant soin toutefois de les rendre inutilisables. Schmidt s'est alors lancé dans un étonnant travail de reconstruction faciale, en associant les fragments de même proportion et de même taille pour cette série de brouillons photogéniques. Ces assemblages à la Frankenstein permettent à Schmidt de mettre en valeur les recettes de l'esthétique du portrait de studio, dont le seul but est de bien paraître en société. À l'opposé, les photographies d'amateurs sont souvent des images intimes, que l'on garde pour soi comme on garde ses souvenirs. Ainsi, les clichés de cet album d'une femme anonyme, des images quelconques, un simple support de mémoire, une carte sur laquelle elle inscrit les plus beaux moments de son histoire amoureuse. Mais les images d'amateurs peuvent aussi surprendre. C'est le cas des 120 photographies rassemblées par le photographe suisse Luciano Rigolini dans son livre What You See. Des images prises avec des appareils rudimentaires, étonnantes de force et d'originalité. Elles évoquent tantôt les recherches de la nouvelle vision des années 20, tantôt le charme désuet du pictorialisme,
ou de la mood photographie américaine des années 60. Or, il s'agit essentiellement de photographies ratées, de gestes involontaires, d'erreurs techniques. C'est le hasard qui a fait ces images, et l'œil de celui qui les a choisis parmi des dizaines de milliers d'autres clichés, leur donnant une nouvelle visibilité et devenant ainsi leur second auteur. Une série plus récente, Surrogates, doublure, rassemble 125 images téléchargées sur des sites de vente en ligne. Ce sont des photographies de pièces détachées d'automobiles d'occasion, présentées par leurs propriétaires sur des fonds d'écran destinés à les mettre en valeur. Ces images en basse définition sont exposées telles quelles, sans retouche ni recadrage. Ce qui les transforme, c'est uniquement d'avoir été choisies, classées et proposées à notre regard, non plus pour ce qu'elles sont réellement, mais pour la manière dont elles semblent entrer en résonance avec les grands courants de l'art contemporain, d'une façon d'autant plus étonnante qu'elle est totalement involontaire. Ne modifier en rien l'image originale, c'est aussi la règle que s'est fixée l'Allemand Joachim Schmidt dans sa série « Trouvées dans la rue ». Des images abandonnées, abîmées par les intempéries, déchirées parce qu'une histoire a pris fin. Joachim Schmidt recueille les débris et les reconstitue scrupuleusement, avec un respect de leur intégrité qui confine au fétichisme. Les images ici ne sont transfigurées que par la violence de leur propre histoire. Mais il y a une autre tradition, remontant au début du XXe siècle, où le respect n'est pas de mise. Découpé au couteau de cuisine dans le ventre plein de bière de la République de Weimar. C'est le titre de ce photomontage dadaïste de l'Allemande Anna Horch, datant de 1919. Un jeu de massacre dans lequel les images trouvées sont dépecées et leurs meilleurs morceaux réduits au rang de simples signes. Ici, on retrouve pêle-mêle la tête d'Einstein, un symbole de modernité, celle des politiciens et des militaires, les ennemis de Dada, surmontant les corps légèrement vêtus de danseuses de variété, tandis que tout en bas, entouré de ses amis dadaïstes, figure la tête minuscule de l'artiste elle-même, comme une signature. Dans une série plus tardive intitulée « Trouvées dans un musée ethnographique » qui combine masques africains et imagerie occidentale, la technique de Anna Horch s'épure. Mais là encore, le photomontage fonctionne à la manière d'un langage. Les images initiales se détruisent mutuellement pour créer un être hybride, une mère mélancolique et primitive, à laquelle l'œil moderne, collé sur le masque africain, donne un air de folie. Un demi-siècle plus tard, l'anglaise Linda Sterling s'inscrit dans cette tradition de photomontage militant et féministe, avec sa série Pretty Girls de 1977, qui combine des corps de femmes trouvés dans les revues pornographiques avec des objets de consommation que l'homme moderne a en tête. Signe des temps, ce n'est plus seulement une critique de la société, c'est aussi une critique du rôle des images photographiques elles-mêmes, qui transforment les corps en marchandises et les marchandises en objets de désir. La dénonciation du pouvoir aliénant des images de la mode et de la publicité est devenue un thème majeur. En 1968, l'Américain Robert Heineken place une page de magazine dans un agrandisseur et la projette sur du papier sensible, obtenant une image négative où se superpose l'image du recto de la page et celle du verso, que la lumière de l'agrandisseur révèle par transparence. Comme pour dire que derrière chaque image se cache une autre image tout aussi factice. La surimpression et l'inversion de ton donnent aux images une allure spectrale, surréelle. Pour Heineken, qui cite André Breton, elles sont strictement documentaires, produites par la réalité de la page elle-même.
Le titre de la série part d'une de ces interpellations stupides dont la publicité a le secret. Are you real? Êtes-vous réel? Heineken coupe ironiquement la dernière lettre, ce qui donne l'énigmatique Are you re? Et souligne l'absurdité de la question. Heineken poursuit sa lutte contre les images dominantes en taillant au cutter dans l'épaisseur des pages d'un catalogue de mode. Les découpes qui se superposent de façon aléatoire disloquent les corps des modèles et évoquent le chaos visuel dans lequel nous vivons depuis que la photographie a envahi le monde. Sam, will you please go make a copy of this? À partir des années 60, la prolifération des images connaît une avancée spectaculaire grâce à une nouvelle invention, le photocopieur, qui repousse encore plus loin les possibilités de la reproduction mécanique. On ne peut plus désormais, dit la publicité de ces premières machines à photocopier, distinguer l'original et la copie. Thank you, Sam. That was fast. Which one's the original? Le procédé va donner naissance à de nouvelles formes de photomontage. En 1964, Wallace Berman photocopie une publicité de Transistor, toujours la même, dans laquelle il insère toutes sortes d'images du monde. La série s'appelle Verifax, du nom d'un procédé de photocopie en deux temps qui produit d'abord une image négative. Berman s'arrête à ce stade. Ces négatifs sont présentés en tableaux qui mettent en évidence le lien entre ces nouvelles techniques de reproduction et le goût, nouveau lui aussi, pour la répétition et la série comme un moyen de dénoncer les stéréotypes qui gouvernent notre monde. Ainsi, cette collection de photographies aériennes de maisons individuelles, prises dans les années 70 par une société allemande qui espérait les vendre à leurs propriétaires. La société a fait faillite. L'artiste allemand Peter Piller a récupéré les 12 000 clichés et en a tiré plusieurs séries, dont celle-ci, intitulée Maisons endormies, qui rassemble toutes les maisons dont les volets sont clos. L'effet est étrange. On dirait un monde déserté par ses habitants. Mais Piller se défend de toute interprétation. Il se voit comme un ethnologue, archivant les images les plus ordinaires, qui par leur platitude même témoignent de la réalité de nos modes de vie. L'ennui, l'éternel retour du même, est devenu un thème postmoderne par excellence. En 1999, sous le titre « Carte postale ennuyeuse », le photographe anglais Martin Parr a rassemblé 160 cartes postales de l'Angleterre des années 60, dont le point commun est cet air du temps, cette sensation de vide que les auteurs de ces clichés ont capté comme malgré eux. Parr en apprécie les couleurs criardes et le mauvais goût, d'excellents antidotes, selon lui, aux prétentions de la photographie dite artistique. Mais l'ironie, ici, ne va pas sans nostalgie. Ces images témoignent d'un monde disparu, d'un temps où on pouvait encore s'extasier devant une photo d'autoroute, incarnation de la modernité, de l'optimisme d'un pays en train de se reconstruire. Ce sont des repères qui nous permettent de mesurer l'ampleur du changement et la vitesse à laquelle s'use notre propre regard. Les photographies elles-mêmes n'échappent pas à cette usure. Elles vivent dans le temps, subissent son passage, s'effacent lentement, comme ces images gravées sur les pierres tombales, refotographiées par Pavel Maria Smejkal dans une série intitulée « Fade Out », fondue de sortie, disparition. Dans une autre série intitulée « Paysage fatal », Smejkal s'interroge sur les traces que les images laissent en nous. On croit voir pour la première fois ce bord de mer, ce talus herbeux,
ce sommet de colline qu'on dirait ravagé par le feu. Et pourtant, on a une impression de déjà-vu. Ce sont les paysages des photographies les plus célèbres, les plus dramatiques du XXe siècle. La prise de Iwo Jima par les soldats américains, une photo de Joe Rosenthal. La mort d'un soldat républicain pendant la guerre d'Espagne de Robert Capa. Le débarquement en Normandie, toujours de Capa. De ces images, Smejkal a effacé les héros pour ne garder que des décors vides que les sujets absents continuent pourtant à hanter. Après le sujet, reste à faire disparaître l'idée même d'auteur en s'appropriant sans plus de façon l'œuvre d'un autre. C'est ce qu'on appelle l'appropriationnisme. Ainsi, en 1989, l'artiste américain Richard Prince s'est approprié l'image d'une affiche publicitaire pour une marque de cigarettes, affiche que la loi nous interdit de montrer. En haut de l'affiche figurait le nom de la marque. En dessous, la photographie d'un cow-boy au galop. Prince a refotographié l'affiche, éliminant la marque pour ne garder que l'image du cow-boy solitaire. Présenté comme la déconstruction d'un archétype américain, son cow-boy est aujourd'hui exposé dans les plus grands musées. Mais Richard Prince, qui en a acquis le copyright, ne nous a pas permis de le reproduire. La loi nous interdit de montrer le haut, l'artiste nous interdit de montrer le bas. Reste ce cadre vide, un pur concept, mais une image au fond assez juste de cet appropriationnisme pur et dur. On peut aller encore plus loin et ne rien changer à l'image d'origine. En 1979, l'artiste américaine Sherry Levine se fait connaître en reproduisant à l'identique une des photographies les plus célèbres de Walker Evans et en la signant de son propre nom. Ici, c'est l'acte lui-même qui est un geste artistique, dans la tradition de Marcel Duchamp, remettant en question la notion d'authenticité et de paternité d'une œuvre. Sherry Levine poursuit la même démarche avec Rodchenko, puis avec August Sander, photographes qu'elle choisit parce qu'ils sont, comme Walker Evans, des hommes, blancs et morts, incarnant à ses yeux l'ancienne photographie patriarcale dont elle conteste le pouvoir. Au-delà de la provocation et de la rhétorique postmoderne, il y a du chagrin dans ces images que Sherry Levine appelle des fantômes de fantômes. Comme si la photographie était morte, et qu'il ne lui restait plus qu'à répéter indéfiniment ce qui a déjà été fait. Mais on peut avoir de l'appropriation une vision moins sombre. Un marchand de photographies anciennes a placé sur les images qu'il a mises en ligne sur un site de vente des bouts de jouets d'enfants pour éviter qu'on les lui vole. Le photographe Martin Kroll s'est approprié ces images, bouts de jouets compris. Sur les clichés qu'il a choisis, la petite figurine se prend au jeu et s'impose peu à peu dans les anciennes photographies jusqu'à en devenir un personnage à part entière. Au lieu de protéger les images, elle nous invite à y entrer à notre tour. C'est une autre forme de partage que propose la photographe suisse Corinne Vionnet avec ses visions impressionnistes de grands monuments, qu'elle crée en superposant des centaines de clichés trouvés sur Internet, pris par des touristes qui tous se placent au même endroit et font pratiquement le même cadre. On peut sourire de ce comportement moutonnier et de la myopie collective qu'il engendre. Mais ces fantômes évanescents sont ceux de notre mémoire commune, qui désormais ne peut plus séparer le monde réel des images innombrables que nous en avons vues.